Ce livre ne ressemble à rien qu'à son propre désordre. Il traîne à travers 27 années. Ce livre est comme il est, je n'y puis rien. Il y a bien longtemps qu'il m'a glissé des mains. Je l'ai appelé roman, sans doute afin qu'on me le pardonne. Moi-même, j'arrive à ce soir de la vie, à cet instant qui n'est plus le jour et pas encore la nuit. Et déjà surtout, sur soi règne le doute, où j'ai rencontré en décembre 41 le peintre Henri Matisse, à Simiez, au-dessus de Nice. Et d'abord pour me retrouver, avant d'arriver dans ce palais des mirages où vivait alors un grand peintre appelé Matisse, que j'avais tant de fois hésité toute ma vie d'aller voir. Il pleurait des larmes de fourmis aux vitres de l'autobus, cela montait dans la poussière d'eau de décembre qui tombait sur tout. Apercevoir la demeure de ces fenêtres de Simiez, de ces glorieuses fenêtres ouvertes sur la plus belle peinture du monde. Quand je ne m'étais pas encore mis à écrire Aurélien, j'avais eu la tentation de reprendre le rêve, fait même avant d'aller voir ce peintre, d'un Henri Matisse roman. Et qui explique cette première démarche, une lettre de l'été 1941, mes hésitations dans la fin de cette année-là, à aller aborder quelqu'un, un passant, pour lui dire « Monsieur, j'ai pensé faire de vous un roman. » Et si ce n'est pas un passant, mais un souverain là-haut, dans son palais. Pendant 4 mois, j'avais tourné autour, excusé par avance l'audace, cherchant à me rendre utile. Il faut le comprendre, sous le coup de l'an 40, je ne me sentais plus que comparse d'une tragédie, à grand spectacle, une longue, amère insomnie, et l'idée même du roman, d'un roman, revêtait pour moi le caractère de l'impossibilité. Tout n'est qu'incohérence dans la vie, qui sait. Seul en vaudra la mort ce moment de décembre 1941. Puisque j'y arrivais, à Nice 100 ans, et je n'étais pas le fils de Thésée, mais entrant dans ce palais de Simiez, aux colonnes grandes, salles vides, escaliers comme des épaules puissantes. J'étais bien plus ébloui par ce Regina désert que je n'eusse été par tous les Louvres. D'ailleurs, je n'avais pas trouvé l'ascenseur. Je gravissais l'escalier avec une certaine hâte, enfin j'étais essoufflé. Il avait un grand refuge à Nice, au Regina. Au début de janvier 1941, Matisse avait dit au chirurgien « Donnez-moi les 3 ou 4 ans dont j'ai besoin pour finir mon œuvre. » Je n'aurais pas osé me présenter au Regina sous quel prétexte, de quel droit, chez ce grand homme convalescent, malgré l'envie que j'avais enfin de le connaître, de donner une suite à tant de pensées anciennes, de l'enfance à ces jours tragiques. Mais enfin qui? Qui vraiment m'avait donné l'adresse de Matisse? Henri Matisse était rentré au Regina depuis près de 6 mois. La beauté de ce lieu, le calme. Et là-dedans, plus surprenant encore, le calme de cet homme qui vit en sursis et le sait. Peu d'hommes m'ont, et à d'autres autant, donné le sentiment de l'inatteignable, de la distance irréductible. Il m'écrit un samedi. Quel samedi? Cher monsieur, je reçois votre livre de vers qui me promet de bons moments et je vous en remercie. Venez me voir quand vous voudrez vers la fin du jour. Vous ne savez pas comment il vous attendait et depuis combien de temps, comment il se demandait « Mais pourquoi est-ce qu'Aragon ne vient pas me voir ?» m'a dit plus tard un témoin de sa vie. Si j'avais su. Cette charmante impatience de Matisse, je ne la connaissais pas encore. Je la devinais.
Nous sommes arrivés à Nice, Elsa et moi, le 31 décembre. J'avais été au Regina le samedi. Le dimanche, un mot déposé, 16 cité du Parc. « Cher monsieur, j'ai passé hier un agréable après-midi avec vous. J'étais toutefois assez fatigué vers la fin, nous avons parlé 4 heures. Voulez-vous bien prier Madame Aragon de vous accompagner si vous pensez que peuvent l'intéresser les méandres qui sont sur mes murs. » C'est ainsi, pour la Noël de 41, que Madame Aragon fit la connaissance d'Henri Matisse à Simiez. J'ai attendu depuis 1941 d'en venir à ce livre que voici se formant enfin. Le grand agacement que Matisse montrait parfois du langage employé à son sujet par les critiques d'art m'avait poussé à dire plusieurs choses qui n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Qu'il n'y a pas de langage parlé, écrit de la peinture, que c'est folie de vouloir donner l'équivalent de la chose peinte quand peindre est déjà parler de quelque chose. Je saisis très vite comment Matisse entendait cela et ce que signifiait sur moi cet œil bleu de chasseur. Je compris aussitôt la nature de ce magnétisme que je subissais. Tout se passa donc comme si le peintre m'avait proposé d'écrire justement ce qu'il ne trouvait pas dans les écrits antérieurs le touchant, ce dont de toute évidence il semblait me croire capable et seul de mon espèce. Il y avait près de 30 ans que sur moi s'exerçait l'attrait de ce peintre, et puis nous étions en décembre 41. À cette heure du monde que s'offre une pareille diversion. J'imaginais un très beau, très long, très pur livre, c'est le mot, un livre de Matisse. À chaque fois que je venais, ou presque, de nouveaux dessins, comme des tentations, un apôt, lui me regardait venir. Voilà qu'il m'avait fait le témoin, élu, je veux dire, le témoin de ses naissances. J'étais arrivé là-dedans en plein milieu. Que Matisse me fait vraiment le témoin de ce qui se passe dans son repère des 1001 nuits. Ici, le conte de Noël change de caractère. Le roman commence. Ce que Matisse nous apprend, ce que ce dessin sans rature dit, en marge du texte d'Insomnie, c'est l'infinie complexité d'expression du trait pur, de ce semble hasard qui mène la main du peintre et qui est écriture à chaque point de sa course, comme à chaque espace laissé. Ceci est très mal dit, mais n'en tire pas moins son importance. Que le dessin est écriture. Voilà ce que l'école a depuis longtemps oublié et que nous réapprend avec la douceur, avec la grandeur française, le maître de Simiez, Henri Matisse, notre orgueil. Dès mon entrée, un à un, les dessins. Henri Matisse guettait ce que j'allais en dire. J'avais une peur atroce de lui paraître sot. Alors j'avais pris ce système de tourner autour. Je commençais à mesurer le mécompte. Lui, il voulait un jugement. Pas de sa personne, des dessins, du dessin. Au 1er novembre, si je ne me trompe, voilà que nous avions trouvé un nouveau logement. 2 pièces au-dessus d'un restaurant des Ponchettes, la chambre ouvrant sur le ciel et la mer sous les fenêtres qui avaient été celles de Matisse avant le Regina, entre le quai des États-Unis et la cité du Parc, avec sa cour à marchand de poissons, nous séparant du marché aux fleurs. C'est là qu'Elsa écrivit « Le cheval blanc » et que je devais au printemps commencer « Aurélien ». D'une façon ou d'une autre, il m'était venu à l'idée d'écrire un livre sur Matisse. J'avais commencé.
Je venais presque chaque jour voir mon sujet. Luxe, calme et volupté, qui relève de l'instinct baudelairien du bonheur, si l'on me permet de le dire. Matisse n'avait pas encore trouvé les chemins des fleurs du mal, je veux dire son chemin vers les fleurs. Quand Henri Matisse affirme que devant ces modèles de chair où tout est volupté, il n'a aucunement une attitude différente, et il faut l'en croire, que devant une plante, un vase, un objet. Son dessin est une courbe qui est en fonction de la nature, de la volupté notamment. Devant son modèle, une femme ou une fleur, le dessin d'Henri Matisse a l'énorme chasteté de l'intelligence. Le portrait est une acquisition très singulière de l'esprit humain, un moment précieux de l'art, mais un moment, une prophétie de la photographie. Le portrait est devenu une discipline. Il avait ses raisons d'être sociales. Le XIXe siècle a pour cette raison qu'il a été un siècle de révolution, était un siècle de portrait. Regardez cette série d'une même tête, d'un même visage, d'une même femme. Tout ressemblant, ces dessins, et pas entre eux. Cette femme sur 5 dessins a 5 nez différents. La ressemblance est ailleurs. La ressemblance, c'est le style. En d'autres termes, leur unité est dans l'auteur. On parle très peu du style des peintres, de la création d'un style par le peintre. C'est pourtant ici plus encore que dans le langage écrit que le style est l'artiste même. Ce que Matisse veut exprimer, c'est lui-même. C'est la seconde porte du mystère. Le mystère de l'homme, Henri Matisse, c'est inconnu. Promenez-vous dans ces pièces de Simièse, à travers lesquelles errent des objets, des plantes, des étoffes, des marbres, des tentures que l'on retrouve dans les tableaux du maître. C'est là sa véritable palette, palette d'objets, jusqu'à l'apparition d'un de ces rapports entre un fruit et une table, entre une feuille et une femme. De tout ce que cet œil bleu a vu, le monde, l'histoire de toute la peinture, toute la culture des siècles, la connaissance de l'expérience humaine sous tous les ciels. Je n'imiterai pas ce ton de voix inimitable. Le Matisse attendu, avec sa robe de chambre morale, le chapeau de parole, la palette, le décor breveté du génie. N'oubliez pas l'œil bleu. Un œil comme ça ne s'invente pas. Il y a l'humour et le mystère. L'un n'exclut pas l'autre. La découverte du modèle, quand Matisse en parle, c'est toujours le coup de foudre. Le modèle, dit-il, c'est le foyer de mon énergie. D'une fois sur l'autre que je viens ici, il y a justement la nouvelle série qui est faite d'une femme voilée, à demi voilée. Toute la série de la femme voilée demanderait un commentaire à n'en plus finir. 100 fois je pourrais répéter ce vers que j'aime tant. Amie éclatante et brune. Comme 100 fois Matisse a repris ce visage semblable et toujours différent. Le besoin du modèle et sa liberté devant le modèle. La bouche, par exemple, comme elle est toujours la même. Il me montre comme cette bouche est parfaite, comme elle répond bien à l'idée qu'on peut se faire d'une bouche, comme elle est merveilleusement attachée, cette légère lourdeur de la lèvre inférieure.
Enfin, il est inépuisable sur ce sujet-là. Il me dit « Je suis d'une époque, que voulez-vous, où on avait l'habitude d'en référer toujours à la nature, où l'on peignait toujours d'après nature. Quand je fais une bouche, il faut que ce soit vraiment une bouche, un œil, vraiment un œil. » De voir en Matisse l'Européen, c'est trop ou trop peu. Sa culture s'étend bien au-delà des Flandres d'où il part, déborde cette Méditerranée devant laquelle il vit. Tahiti, le monde arabe, les vieilles civilisations archaïques de l'Asie mineure, tout lui est bon, où se nourrit cette mystérieuse faim inextinguible de connaître. Avec cela, l'inoubliable est que Matisse est un Français du Nord, de ceux-là qui savent le mieux unir tout ce qui fait la diversité de la France. Matisse est une bonne image de la liberté. Je veux dire de cette liberté française qui n'est pareille à aucune autre. Sur 50 ans passés à peindre, il y a dans la vie d'Henri Matisse 25 années à Nice. Et il est vrai qu'il y a dans sa peinture, dans tout son art, quelque chose de méditerranéen, à commencer par la lumière. Ainsi se fait en lui la synthèse de la France, le Nord et le Midi, la raison et la déraison, l'imitation et l'invention, la brume et le soleil, l'inspiration et la réalité. Et c'est ainsi que Matisse, cambrésien, est devenu le maître de Simiez. Quand vers le soir je prends congé d'Henri Matisse, je descends dans l'énorme Regina où il habite. Je traverse ce hall péristyle véranda aux colonnes de forêt et je glisse sur la route froide et noire à l'entrée de Simiez. Nice, où il habita d'abord, le quartier des Ponchettes, puis les hauteurs de Simiez, est étroitement uni à la gloire de Matisse. Il n'est pas indifférent qu'un grand peintre ait travaillé ici ou là, et pour Matisse moins encore que pour un autre. La maison en haut, à gauche, est celle qu'habitait Matisse avant de déménager à Simiez. En 1942, Elsa Triolet et moi habitions dans la rangée des petites maisons du quai des États-Unis qu'on voit au pied de celle de Matisse. C'est sur Nice que s'ouvrent les fenêtres de Matisse. Je veux dire dans ses tableaux, ces merveilleuses fenêtres ouvertes derrière lesquelles le ciel est bleu, comme les yeux de Matisse derrière ses lunettes. Si je pouvais lui faire dire « Nice, c'est moi ». Voulez-vous que je vous dise, Nice, pourquoi Nice? Dans mon art, j'ai tenté de créer un milieu cristallin pour l'esprit. Cette limpidité nécessaire, je l'ai trouvée en plusieurs lieux du monde, à New York, en Océanie, à Nice.
Si j'avais peint dans le Nord comme il y a 30 ans, ma peinture aurait été différente. Il y aurait eu des brumes, des gris, des dégradations de la couleur par la perspective. Tandis qu'à New York, c'est admirable. Tout devient net, cristallin, précis, limpide. Nice, en ce sens, m'a aidé. Il parle du portrait aussi bien pour un pot d'étain que pour une femme. Il traite le bras d'une femme comme la tige d'une plante. Matisse m'a dit, je crois, le 18 mars 1942, l'importance d'un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura introduits dans le langage plastique. Le tableau dont j'ai plusieurs fois parlé, La nature morte au Magnolia, achevé en décembre 1941, le premier tableau d'Henri Matisse qu'il me fut donné de voir, comme on dit, d'un or à l'état naissant. Toile que Matisse m'a montrée achevée le 2 janvier 1942. Au plus sombre de l'histoire, quand tant de gens hésitent et se perdent, ou font de la délectation de leur souffrance, de la contemplation de leur malheur, la substance de leur art, Henri Matisse, lui, sans déclamation, sans cri, sans apparent effort, aura mieux que tout autre su conserver devant les nations étonnées la calme, merveilleuse et sage lumière de chez nous, cet héritage d'équilibre et de beauté qui a traversé les siècles de fureur et de destruction, et se résume dans son œuvre, malgré les tempêtes, la maladie et l'âge, comme une inaltérable espérance, la perpétuelle déclaration de confiance en la vie, où est le véritable message français. Matisse vivant, je ne pouvais point parler de ce personnage qui se tenait à son ombre et dont la présence ne se trahissait presque jamais devant moi. Henri Matisse montrait rarement ce qui se passait en lui. Avez-vous remarqué que de tant d'images humaines, toute sa vie, il n'y a pas une seule qui la trahisse, la douleur? Il en était de lui comme de sa peinture. Et dans cette fin février et ce début de mars où Matisse commença mon, ou plus exactement mes portraits, j'avais aussi mes fantômes. Matisse semblait aller bien, moi ne pas avoir de soucis. Ma mère est morte le 2 mars 42 à Cahors. C'est une autre longue histoire, amère. J'étais allé 2 fois à Cahors coup sur coup. Ce portrait, je l'ai dit et redit ailleurs, où j'ai exactement la bouche de ma mère et non la mienne, de ma mère que Matisse n'avait jamais vue. Henri Matisse m'écrit « Cher ami, vous avez posé comme un ange. Toutefois, vous m'avez constamment échappé. Derrière l'écran formé par l'intérêt que vous preniez à mon action, je n'ai pu que vous deviner. Puis-je vous demander pour la prochaine séance de rentrer particulièrement en vous, pour que j'observe un Aragon chez lui, avec l'espoir de pouvoir pénétrer chez un Aragon, enfin seul. »
J'attendais un ami qui ne vint plus jamais. Sur les dessins que fit Matisse ce jour-là, ce qui me frappe, c'est cet air de jeunesse. C'est ma jeunesse retrouvée, la passion du cœur. J'étais alors un objet, comme ces plantes vertes, ces coquillages, ces fauteuils, ces coloquintes, ces vases de la songerie. Assis à une distance intimidante, je voyais Matisse, le crayon de Matisse partir, s'envoler pour retomber. Le dessin fait comme d'une course. Le 31 août 1942, à Villeneuve, eut lieu de nuit la grande rafle des Juifs. Le 1er septembre, Matisse nous écrivait « Chers amis, comme je suis heureux que vous ayez décidé de revenir. Notre Nice est câlin. Il ne l'est pourtant pas pour tout le monde ces jours-ci. Quelle horreur. J'ai finalement engagé la partie sérieuse avec la peinture. Je vais bien et je travaille. » Du 11 novembre 1942 à l'automne 1945, nous ne devions plus revoir Henri Matisse. Nous étions difficilement atteignables. J'ai eu 3 lettres en 1943. « Cher Louis Aragon, je suis pour moi très satisfait. Mon état maladif veut s'améliorer. Il y aura demain matin 70 jours que je n'aurai pas eu ni douleur, ni fièvre, ni jaunisse, si rien n'est changé. Aussi j'ai profité de ce répit dans mes tourments pour travailler la peinture. » Depuis le 15 juillet, Matisse avait quitté Simiès pour s'installer à Vence, autrement abrité dans la villa Le Rêve. Il faut dire qu'en juillet 1943, le bruit circulait d'un éventuel bombardement de Nice par les Alliés. Étant donné sa santé, Henri Matisse préféra quitter Nice avant d'y être forcé. Quand Matisse se promène, quand il voit quelqu'un, quand il lit, toujours la peinture intervient qui l'interroge. Bien sûr qu'il aime les fleurs, les femmes, les oiseaux, mais pas comme vous et moi, pas gratuitement. Tout ce qui est aux autres le rêve est chez lui l'élément, élément d'un ordre implacable, d'un ordonnancement de la pensée. Il me disait « Les différentes lumières que j'ai goûtées m'ont rendu plus exigeant pour imaginer la lumière spirituelle dont je parle, née de toutes les lumières que j'ai absorbées. Déjà, en allant à Tahiti, j'ai reconnu sur ma route la lumière cristalline de New York. Elle s'est ajoutée à celle du Pacifique. » Intérieur à Vence en 1946.
Matisse est en train de dessiner le portrait de cette très belle femme noire dont il a fait des dessins sans nombre. Avance, une femme de Haïti. Si l'on considère les femmes qu'a peintes Matisse, elles ne sont pas toutes d'une beauté également convaincante, mais elles ont pourtant un certain air de famille, comme si le peintre en elles, ainsi qu'à Tahiti, Catulé, n'allait chercher que le reflet d'une certaine pensée qui le possède, d'une certaine couleur des idées, qu'il poursuivit en elle la connaissance de soi-même. Il dit « Mes modèles, figures humaines, ne sont jamais des figurantes dans un intérieur. Elles sont le thème principal de mon travail. Je dépends absolument de mon modèle que j'observe en liberté, et c'est ensuite que je me décide pour lui fixer la pose qui correspond le plus à son naturel. Je garde ces jeunes filles souvent plusieurs années, jusqu'à épuisement d'intérêt. Leurs formes ne sont pas toujours parfaites, mais elles sont toujours expressives. Il y a toujours une Laure, il y a toujours une réalité dans son cœur. Et il aura beau courir au bout du monde, à Tahiti, chercher l'oubli de la réalité de cette quête de Tulé, il reviendra sachant que même dans les îles, on ne peut que dessiner un fauteuil, que retrouver cette Laure perpétuelle, le modèle, le thème, l'étude, sans qu'il n'y aurait pas de variation, de dessins inspirés. Nice lourde et vide. Qu'est-ce que je donnerais pour sentir sur une petite place tout à coup l'odeur du café? Des bars, des marchands de fruits et légumes, des groupes dans les cafés qui parlent avec leurs mains. Ô grand théâtre de plâtras aux toits roses, l'arrivée de Doriot à la gare quelques jours avant, la promenade des Anglais. Tout n'était que roman. Quel roman! Les palmiers s'ennuient, tant qu'il fait jour. Tout ça ne vous dit rien. Novembre 1942. Et puis après on ne se demandait pas. On verrait bien, ou mal. Nous laissions derrière nous près de 2 ans de notre vie. Et quelles années! Ce logement ouvert sur le ciel et la mer où nous avions été heureux contre tout au monde. Et surtout, je parle pour moi, cet homme extraordinaire par lequel j'avais d'une certaine façon pu continuer d'être moi-même. Cet homme entré si tard dans ma vie et qui tout d'un coup en avait été la continuité intellectuelle. Tout ce qui me reliait presque à l'enfance et plus et au-delà à ce monde où j'étais entré vers 1917 et qui me semblait parfois s'être brisé. Cet homme en qui je retrouvais ma confiance en moi-même par celle qu'il m'exprimait. Dans ce pays muet et humilié, où nous restions étrangement seuls, Elsa et moi, la rencontre d'Henri Matisse, cette espèce d'adoption qui fait que je puis bien dire que personne en ce temps-là n'a été plus proche de nous deux, avait pris une sorte de caractère miraculeux. J'avais juste 45 ans, mais je ne sais comment je continuais à me croire un très jeune homme. Je parlais de la peinture de Matisse, de ce que j'en ai dit. À plusieurs reprises, je me suis naturellement heurté à ces résonances baudelairiennes qu'il y a chez Henri Matisse. Par exemple, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Je retrouve un papier qu'il avait griffonné.
quand j'exécute mes dessins, variations, le chemin que fait mon crayon sur la feuille de papier a en partie quelque chose d'analogue au geste d'un homme qui chercherait à tâtons son chemin dans l'obscurité. Je veux dire que ma route n'a rien de prévu. Je suis conduit, je ne conduis pas. Je sais suffisamment comment est fait un corps humain, une fleur. Quand je ne la trouve pas dans ma mémoire, je l'inventerai. Ce que Matisse exprime est dans la nature. La nature est lui, peintre, bien entendu. La nature vue par lui. Ce n'est pas une invention pour oublier la nature. C'est une invention pour la voir. C'est ce tableau très simple, avec une nature morte, un vase de fleurs et des fruits, sur le rebord d'une cheminée de briques roses. C'est l'histoire de la peinture française, je dirais presque, c'est l'histoire de la France. Quand la France était humiliée, que Matisse peignait cette splendeur française. L'art de Matisse ne se passe jamais de la nature, il en part. Il part d'objets beaux en eux-mêmes, minutieusement choisis. Je retrouve cette photo qu'il avait tenu à m'envoyer. Au dos de la photographie, Matisse a écrit pour moi « Objets qui m'ont servi presque toute ma vie ». On peut accuser Matisse d'être le peintre du luxe dans un monde où la misère existe, et certes il l'est, et du bien-être dans un monde où existe la souffrance, et de la lumière dans un monde mordu de ténèbres. Tout cela, il faut se faire à cette idée que Matisse peint pour embellir. Je remarquais que plus il avançait en âge, moins sa santé était bonne, et plus sa peinture devenait lumineuse, heureuse. Je préfère ceux qui embellissent à ceux qui enlaidissent, et je trouve enivrant que Matisse ait été et demeure au couronnement de sa vie, le peintre du perpétuel espoir. Et puis Vence, la maison de Vence, la fenêtre sur le jardin comme dans les tableaux. J'ai revu Matisse à Vence l'autre mois. Il passait ses nuits à faire des lettres. Il ne dort pas. Il s'invente ce luxe terrible à 76 ans. Étudier, apprendre. Au mur, il y a des tableaux qui sont plus que jamais beaux et jeunes et frais, lumineux et gais, plus gais que jamais. Plus confiant que jamais dans la lumière et la vie. Je me défends, dit-il. En réalité, il nous défend. L'optimisme, voilà le luxe des grands hommes. L'optimisme de Matisse, c'est le cadeau qu'il fait à notre monde malade. Qu'on entend bien comment j'écris le mot optimisme. Avec quel désespoir toujours. En janvier 1946, c'est ainsi que je reprends le fil du songe interrompu. Je suis à Vence dans l'atelier du peintre. Matisse, ce peintre depuis 56 années environ, n'a rien fait d'autre que de travailler.
Il travaille comme il respire, à peine s'il dort. Rien de ce monde ne lui a été de rien qui n'eût pour but son travail. Il ne sait pas ce que c'est que de vivre comme vous ou moi. Il travaille. Toutes ses pensées jusqu'à son temps perdu ont le travail, son travail pour fin. En 1946, Matisse était venu à Paris au début de juin. C'est là qu'en ce novembre furent faits les portraits d'Elsa, dont 3 me furent donnés par Matisse. Réinventant le monde, réinventant Elsa. Le garderai-je le sens critique devant les portraits d'Elsa? Ils sont de beaucoup plus tard, décembre 46, je n'étais pas admis aux séances. Je les regarde donc comme des résultats, n'ayant pas vu passer d'une série à l'autre. Matisse avait en vue le livre des Jacinthes, les fleurs préférées d'Elsa. Qu'est-il advenu des Jacinthes? J'aurais aimé savoir si elles étaient ressemblantes. À cette époque, on ne pouvait avoir de Jacinthes à Nice. C'est un dessin extraordinaire de précision à la fois et de ressemblance, mais où ce qui plus que tout me surprend, est l'économie des traits. Un seul suffit à indiquer le chapeau, 3 du côté gauche pour le mouvement des plumes, la joue gauche dans un geste ébauché, si habituel à Elsa qu'à travers les années on retrouve sur tant de ses photographies. Il y a 4 années entre ces 2 conceptions du modèle. Ainsi se mesure le temps. J'ai déjà parlé de ces jours de mars 42 où j'étais devenu pour Matisse un modèle, que m'importe si cela me ressemble ou pas. L'intérêt n'est pas de mon visage, mais de Matisse dessinant des constantes. Quand je les ai vus pour la première fois, j'étais surtout frappé de ce qui, à mon sens, ne me ressemblait pas. Ainsi Matisse m'a vu, ainsi je resterai pour d'autres, et brûler donc toutes les photographies. Parce que d'avoir été vu ainsi, et par ce peintre-là, m'en apprend plus de moi que tout ce que j'en aurais su dans les glaces. Matisse était mon secret que j'ai gardé longtemps. L'échelle confidentielle de mes valeurs. Les jeunes gens n'ont que des rêves, les vieillards que des souvenirs. Entre ces extrêmes se tient l'homme qui marche de la folie à la raison. Parce que la peinture est connaissance du monde, comme l'acquis est la longue expérience humaine, à la fois rêve et souvenir. C'est à un moment dramatique de notre commune histoire en 1941, dans cette double lumière de la défaite et de Nice, où rien n'est tout à fait amer, parce que le ciel le défunt, que j'ai retrouvé ce qui avait été le décor mental de mes 20 ans, comme un remède singulier à la douleur française. J'avais mes 40 ans passés et des yeux faits différents de toute l'eau profonde d'une existence. C'est alors que je prêtais les passions dramatiques de notre vie aux peintures de Matisse.
début du XIXe siècle suivant une phrase célèbre: « Le bonheur était une idée nouvelle en Europe ». Ce n'est pas trop de 100 ans pour avoir fait lever cet astre, et on peut assurer que l'œuvre d'Henri Matisse est une grande revendication du bonheur. Henri Matisse n'est plus. Cette nouvelle est comme un trou dans notre cœur. Quelque chose vient de se voiler, de s'éteindre, qui était l'expression de ce pays, de sa lumière. Des yeux se sont fermés qui voyaient qu'on ne saura plus voir sans eux. Dans un siècle français, à travers les orages et les guerres, les misères du temps, un homme pendant 60 années sans défaillance, avec une constance extraordinaire de l'art et du génie, nous aura donné de la vie une vue intense, une vue harmonieuse, avec un optimisme sans précédent de la couleur. Cet homme n'est plus. Mais de lui demeure cette confiance énorme dans le destin des hommes, ce pouvoir de surmonter les brouillards, cette affirmation du bonheur. C'était en 1942. C'est en ce temps-là que j'allais passer des heures chez Matisse, là-haut, à Simiez, et que j'écrivais ce Matisse en France. Moi qui lui devais tant, qui ai passé près de lui tant de ces journées de 1941 et de 1942 à Simiez, d'où s'ouvraient ces fenêtres sur les certitudes que l'occupation étrangère ne pouvait obscurcir, sur le merveilleux paysage de Nice, ses jardins, ses maisons folles, et la mer comme une consolation de l'âme. Moi qui ai trouvé alors près de lui la réassurance de la grandeur française aux heures noires, et la force du chant, et les liens de chair avec tout notre passé, proche et lointain. Le temps. Voici que j'arrive à la fin de cet ouvrage. Il y a 28 ans que j'écris ce livre, comme il m'est difficile d'écrire ici le mot fin. Ainsi s'achève, sur cet éclatement, ce bouquet d'artifices, sur ce feu de signes végétaux, ce livre que tu ne liras jamais, Elsa. Ce livre dont tu n'auras guère connu ça et là que les morceaux parus. Eh oui, c'est fini. C'est bien fini. Dieu, pourquoi, pour qui écrire?